pression sur les ressources. Nous voyons qu'elle a accentué les problèmes de santé liés à une alimentation de mauvaise qualité, parce que nous avons privilégié la quantité par rapport à la qualité. Il nous faut d'urgence élaborer un nouveau récit qui prenne en considération les différentes missions que l'agriculture doit remplir et les exigences auxquelles elle doit répondre, qui ne sont plus celles des années 50 ou 60. Cyril, qu'appelez-vous une approche productiviste? Olivier, c'est une agriculture qui veut maximiser les rendements par hectare, notamment grâce à la mécanisation, tracteurs, moissonneuses, à l'utilisation d'intrants pour la plupart issus de pétrole, engrais chimiques, pesticides, semences améliorées, à l'irrigation massive. Cette agriculture constitue le modèle dominant de nos régions développées et elle s'étend à beaucoup de pays en développement. Cyril, pourquoi dites-vous que nous ne pouvons plus continuer dans cette voie? Olivier, cette agriculture est à mes yeux problématique pour toute une série de raisons, notamment environnementales. D'abord, on a remplacé les hommes et les femmes par des machines. Cela a induit une très grande migration vers les villes et un dépeuplement des zones rurales en l'espace de 50 ans dans les pays industrialisés. Et ce même phénomène se déroule de façon accélérée dans les pays en développement. Deuxièmement, nos agricultures produisent des calories à bon marché mais de mauvaise qualité. On a mis l'accent sur le riz, le blé, la pomme de terre, le soja. Pour permettre une alimentation plus saine et plus équilibrée, nous aurions besoin de beaucoup plus de diversité. Enfin, c'est une agriculture qui a détruit les écosystèmes, en réduisant la biodiversité, en épuisant les terres par la pratique des monocultures, en polluant les sols et les nappes phréatiques en raison de l'usage abusif d'intrants chimiques. Cyril, si nous continuons cette voie, que peut-il se produire? Olivier, nous sommes dans une situation paradoxale où la crainte de ne pas produire suffisamment pour satisfaire la demande croissante pousse à encourager des solutions qui nous conduisent à l'impasse. Dans le court terme, on s'obstine à vouloir augmenter la production, alors qu'on sait qu'à long terme, on est en train de détruire les écosystèmes dont nous dépendons. Si nous poursuivons dans cette voie, nous devrons compenser toujours plus les impacts négatifs de l'agriculture. Cyril, c'est-à-dire utiliser de plus en plus d'engrais et de pesticides pour que les sols continuent à produire. Olivier, à mesure qu'on extrait des sols la matière vivante, on doit compenser par des engrais azotés. Et même cela ne permet plus aujourd'hui de maintenir la productivité, qui dans beaucoup de régions industrialisées est en train de diminuer. Nous sommes dans une spirale où la dépendance de l'agriculture à l'égard du pétrole et du gaz augmente, où les sols sont de moins en moins capables de produire sans apport extérieur. Cyril, mais le pétrole va devenir plus rare, plus cher, et son utilisation dérègle le climat, donc ça ne peut pas fonctionner. Olivier, c'est la raison pour laquelle il faut changer de cap. Le plus gros problème est de déverrouiller le système pour opérer une mutation. Ce qui me frappe, c'est que les gouvernements et les scientifiques sont unanimes à reconnaître que le système actuel ne fonctionne pas, et pourtant, les alternatives sont très lentes à émerger. Cyril, pourquoi? Olivier, il y a au moins 4 blocages qui font de la transition. Il y a au moins 4 blocages qui font que la transition est très difficile. D'abord des verrous économiques. Les prix mentent aux consommateurs. L'agriculture industrielle ne répercute pas dans ses prix les coûts considérables qu'elle impose à la collectivité en termes de dépeuplement des campagnes, de dégradation des sols, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution des eaux, de dépenses de santé. S'il était obligatoire de facturer ces coûts, l'alimentation serait plus chère et l'agriculture industrielle ne serait plus du tout aussi compétitive. Le deuxième verrou est de nature socio-technique. Toutes les grandes infrastructures de transport, de stockage, de transformation des matières premières agricoles sont conçues pour et par les acteurs agro-industriels. Pour écouler leur production, les petits agriculteurs qui pratiquent des formes de production beaucoup plus soutenables pour l'environnement sont donc obligés de passer par ceux qui dominent le système. On les empêche ainsi de percevoir une plus grande partie de la valeur de ce qu'ils produisent. Cyril est le troisième verrou. Olivier, il est d'ordre culturel. Nous avons été habitués à dépendre des produits alimentaires pour vous des bons transformés. Les gens ont moins de temps pour cuisiner, pour prendre leur repas en famille. Ce qui fait que nous avons une alimentation parfaitement conforme à ce que l'industrie nous
et la croissance économique. Or, ce sont les grands acteurs de l'agro-industrie qui détiennent les recettes technologiques et qui dictent au gouvernement les politiques qu'ils doivent conduire, que ce soit en matière de commerce international ou d'agriculture. Il y a là un enjeu démocratique majeur. À mes yeux, la démocratie ne se ramène pas au fait de pouvoir voter tous les 4 ou 5 ans. Elle doit avoir la capacité de peser sur le quotidien, de réinventer les systèmes qui nous entourent et de ne pas laisser cela entre les mains des lobbies qui influencent les politiques. Cyril, qui sont ces lobbies? Olivier, le système actuel bénéficie à un grand nombre d'acteurs. Les gérants de l'agroalimentaire, les grands céréaliers, les fournisseurs d'intrants, les firmes agrochimiques, qui aujourd'hui sont alliés aux grands semenciers pour fournir des kits complets aux producteurs. Tous ces acteurs ont intérêt à ce que le système ne change pas pour maintenir leur position dominante. Ils ont auprès des politiques une influence disproportionnée. Cyril, que se passe-t-il exactement dans les négociations internationales? Ce sont eux qui suggèrent aux États les mesures à prendre. Olivier, oui. Or, les négociations internationales sont une sorte de tâche aveugle de nos systèmes démocratiques. La manière dont elles se déroulent, souvent à huis clos, à l'abri des regards extérieurs, prive les citoyens de la capacité d'influencer la décision et dispense les élus de rendre des comptes aux populations. Lorsqu'un traité est finalement conclu après des mois, des années de négociations, les parlements n'ont guère d'autre choix que de l'approuver, car sinon, c'est condamné à l'inutilité des années d'efforts accomplis par les négociateurs. Cyril, alors quelle serait la direction à prendre? Quelles ont été vos recommandations dans votre rapport de fin de mandat? Olivier, il y a une nouvelle histoire de l'agriculture à écrire, et elle passe en premier lieu par une relocalisation des systèmes agroalimentaires. Les politiques doivent être moins sectorielles, politique de l'emploi, de l'agriculture, de l'éducation, et plus territorialisées. Cela signifie créer des liens plus étroits entre producteurs et consommateurs, avoir une plus grande diversité à l'échelle de chaque région, qui permette aux territoires de subvenir autant que possible à leurs besoins, qui améliore leur résilience par rapport aux chocs extérieurs et qui aide les populations à se réapproprier les systèmes agroalimentaires dont elles dépendent. Depuis 50 ans, l'agriculture a été incitée à aller dans la direction opposée. Les chaînes d'approvisionnement sont toujours plus longues, les marchés internationaux restent l'obsession des gouvernements, les entreprises sont toujours plus importantes et plus concernées. Il faut aller vers une décentralisation